En Belgique, on a et le comité de concertation. On a le comité de concertation. Le comité de concertation, c'est non plus pas un organe extrêmement efficace parce que euh, il statue à l'unanimité et il est composé de tous les membres, de tous les partenaires fédéraux. Mais donc, y compris de celui dont émane l'acte qui est remis en cause. Et ça voudrait dire que le ministre qui se trouve là, il devrait dire qu'effectivement ils ont violé la répartition des compétences. Mais si l'acte est passé, c'est qu'il s'est soumis au consensus. Or, s'il viendrait par après se démettre, et donc il romprait la solidarité gouvernementale, et donc de manière évidente, ce comité ne fonctionne pas idéalement. Et donc il y a une deuxième mesure, et là c'est la sonnette d'alarme culturelle. Donc au Parlement flamand, tout comme au Parlement de la Communauté française, on a l'article 51 de la Communauté française, de leur règlement du Parlement, et l'article 66 du règlement du Parlement de la Communauté flamande, qui prévoit cette procédure de sonnette d'alarme culturelle. Donc ce qu'il faut, c'est qu'un quatrième des membres vienne déposer une motion avant le vote final et après le dépôt de la proposition et disent que ça discrimine leur tendance philosophique ou idéologique. Et si ça se passe, c'est envoyé en collège de président qui est composé du président de la communauté française, du président du Parlement flamand, du président du Sénat et du président de la Chambre des représentants, qui ensemble à quatre décident si oui ou non cette motion est fondée. Et si elle est fondée, dans ce cas, la procédure est suspendue jusqu'à ce que les deux chambres décident, et donc les deux chambres fédérales décident euh, que la motion n'est plus fondée. Et donc c'est un mécanisme qui est encore dans une ancienne logique unitaire, puisque c'est aux chambres que convient souverainement de suspendre ou de lever la suspension de la procédure d'élaboration des lois des entités fédérées. Donc c'est assez particulier comme mécanisme. Et puis on a le contrôle juridictionnel. Alors ça vient du système américain où, en 1830, on avait l'affaire Madison contre Marbury, et où on a décidé qu'effectivement le juge avait l'obligation de vérifier la constitutionnalité des lois ainsi que de tout le système, parce qu'on ne pouvait pas s'imaginer qu'une partie de la loi n'avait pas une force contraignante. Alors évidemment, ça s'analyse de manière très différente en Amérique. Enfin, je ne suis pas sûr si en 1803 c'était déjà le cas, mais en tout cas, de nos jours, en Amérique, les juges sont élus directement. Et donc, ils ont une aussi grande légitimité que le Parlement. Et cette tension que j'évoquais au départ entre le principe de l'égalité et le principe de représentation nationale n'a pas lieu d'être. Enfin, et voilà, en Belgique, on a le contrôle par voie d'exception qui, lui, il passe par l'article 159 de la Constitution. Dans un premier temps, on l'interprète de manière très restrictive, on disait que seulement le juge pouvait écarter si c'était dans ses compétences, et seulement dans ses compétences à lui. Dans un deuxième temps, on disait qu'il pouvait seulement contrôler la légalité externe. Donc j'ai déjà développé ces notions, et en exemple frappant, c'est avec quelqu'un qui avait inscrit une femme au registre des putes, et on ne savait pas... Enfin, on s'est pas considéré comme compétent pour vérifier la légalité interne, et donc on n'avait pas de recours possible. Et de nos jours, on interprète de manière totalement extensive, on peut faire un contrôle complet, total, comme on veut. On voit par exemple le 14 juillet 1997, on a même la Cour constitutionnelle qui applique aussi ce principe, donc c'est à toutes les juridictions, vraiment au sens large du terme, qui peuvent utiliser cet article. Et on applique à toutes les échelles, sauf la constitutionnalité de la loi par rapport à la Constitution. Et puis, on l'applique aussi aux décisions individuelles, malgré que le Conseil d'État ne veut pas, parce que c'est la position des juridictions judiciaires, et aussi, il semble, en tout cas du législateur, effectivement, dans chaque parlement a une administration qui lui est propre, et il y a toute une controverse qu'on reverra par après, où je détaillerai tout ça. Voilà. Et donc ce contrôle... oui, et alors, mais pas... par contre, les juges ne peuvent pas contrôler la légalité
ne peuvent pas contrer la constitutionnalité des lois en Belgique, parce qu'on considère effectivement, donc c'est la Cour de cassation qui a développé ça, on considérait effectivement qu'on a donc ce principe de souveraineté nationale, et que le Parlement est le seul apte à apprécier souverainement la constitutionnalité des lois. C'est ce qui avait été affirmé par la Cour de cassation en 1849. Et elle reprend dans l'arrêt Walef en 1950, elle dit pas exactement ça, mais elle dit effectivement, donc c'est comme vous savez, c'est l'histoire qu'en principe, il n'y a que la loi qui peut fixer le statut pécunier des juges. Et là, on avait pris en arrêté de pouvoirs spéciaux. Et or, on a considéré que c'était l'arrêté de pouvoirs spéciaux qui était contraire, et pas la loi contraire à la Constitution, parce qu'on interprète de manière conciliante. Il y a cette sorte de présomption d'égalité des lois, de présomption de constitutionnalité des lois, un peu comme on a une présomption de légalité des décisions administratives, comme on a vu avec le principe du préalable. Et après, encore plus tard, mais là, c'est justement le seul arrêt qui a été dans l'autre sens, en 1974, dans l'arrêt Lecomte, la Cour de cassation, qui affirme, qui fait un contrôle constitutionnel des lois. Et effectivement, il dit, voilà, la loi est conforme, mais ce faisant, il fait bel et bien un contrôle. Et donc, on a le Parlement qui a commencé à réagir, il dit non, non, ça ne va pas du tout, et qui avait commencé à faire tous des projets, mais bon, la Cour de cassation n'a jamais répété cette jurisprudence, et tous ces projets-là ont stoppé, n'ont pas été envoyés au Sénat ou quoi que ce soit. Donc le problème ne s'est plus vraiment posé. Cependant, il faut quand même dire qu'il y a quand même une exception, ou deux exceptions en fait, mais on reviendra dans ça dans la leçon sur la Cour constitutionnelle, parce qu'effectivement il y a des cas où les juridictions ne sont pas obligées de poser des questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle, elles peuvent écarter d'office la loi. Et c'est si la question préjudicielle en fait est manifeste, si la question n'a manifestement pas d'intérêt, parce que ou il y a manifestation, pas violation, et donc je ne dois pas poser la question préjudicielle, ou il y a il y a une violation manifeste, et dans ce cas, je ne suis pas obligé non plus de poser la question préjudicielle, du moins si je ne suis pas une des juridictions suprêmes, mais une des juridictions inférieures. Dans ce cas, je ne dois pas, et je peux écarter d'office la loi. Ça, c'est une des exceptions à ce principe. Et alors, il y a deux sortes de contrôle. Il y a le contrôle abstrait, et ça, c'est celui de recours en annulation. Devant la Cour constitutionnelle, elle ne connaît pas du litige, elle fait ça pur en droit. Alors que devant le Conseil d'État, on connaît quand même du litige. Et puis, il y a le contrôle concret, et ça, c'est les questions préjudicielles. Il y a plusieurs questions préjudicielles qui peuvent être posées. Donc, bon, évidemment, la Cour constitutionnelle, ça, il n'y a aucun problème. Et une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne sur la validité et l'interprétation des traités, ainsi que des statuts des agents. Et puis, aussi, au Conseil d'État, on peut poser une question préjudicielle si c'est seulement si on met en mal des bourgmestres dans les communes à statut linguistique spéciaux, s'il y a une violation, si eux prétendent qu'il y a une violation avec une violation de l'article 16 bis de la loi spéciale, c'est qui garantit la clause de standstill, des garanties spéciales dans les communes à facilité.